Alors avant de vous présenter l'invité de ce podcast, je souhaitais d'abord vous parler du dernier livre de Fabrice Midal, Les 5 portes aux éditions Flammarion Versilio, qui est le sponsor de l'émission d'aujourd'hui. Alors ces 5 portes correspondent chacune à une force spirituelle et ce livre est une méthode initiatique avec un test vous permettant de découvrir la couleur de votre porte dominante, des rituels et des exercices pour chaque porte. Alors moi j'ai fait le test et mes 2 portes dominantes sont la porte verte, qui est le bonheur d'agir, et la porte rouge, le bonheur d'entrer en relation, évidemment. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez vous aussi faire le test en ligne sur le site les5portes.fr, alors 5 en chiffres et portes évidemment au pluriel. Et Fabrice Midal est aussi l'auteur des best-sellers Foutez-vous la paix et Suis-je hypersensible. Et vous pouvez retrouver son tout nouveau livre, Les 5 portes, aux éditions Flammarion Versilio. Merci à eux de sponsoriser cet épisode et maintenant, place à l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Est-ce que vous aussi, il vous semble parfois compliqué de vous sentir proche d'un arbre, d'une rivière ou encore d'une abeille ? Consciemment ou non, une grande partie d'entre nous a grandi en intégrant peu à peu que l'homme est, en quelque sorte, supérieur à la nature, qu'il a évolué en apprenant à maîtriser les éléments, à dompter son environnement ainsi que les êtres qui le peuplent. Et si, comme le dit mon invité du jour, la crise climatique que nous traversons se résumait en réalité à une crise identitaire, liée à notre incapacité à reconnaître notre place dans la nature. Cette juriste en droit de l'environnement est aussi militante et dans son livre « Devenir gardien de la nature », elle fait le récit de son engagement et nous invite à repenser notre lien à la nature pour en devenir les gardiens et les gardiennes. Bonjour Marine Calmet et bienvenue dans Graines de métamorphose. Bonjour. Alors Marine, c'est quoi un gardien de la nature ? Alors, un gardien ou une gardienne de la nature, pour moi, c'est justement quelqu'un qui chemine sur cette recherche tout simplement de se relier au vivant, de retrouver sa place et de transcender notre rôle en tant qu'être humain pour justement être capable de se mettre à la place d'un autre animal, d'une plante, de devenir le protecteur ou le défenseur d'une autre entité naturelle et tout simplement de sortir en fait de cette conception dans laquelle nous n'aurions que nous-mêmes à défendre ou notre famille, ou nos proches amis, mais en fait, de comprendre que notre place, elle est au sein d'un écosystème complexe qui a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Et donc, de s'intégrer progressivement et complètement, entièrement à cet écosystème, à cette communauté du vivant, comme on l'appelle, et de trouver sa place, sa juste place et celle qui nous remplit entièrement. Et toi, du coup, tu as réussi à trouver ta place. Comment tu es devenue, à ton tour, un peu une gardienne de la nature ? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et le lien que tu as créé avec la nature ? En fait, donc, j'ai commencé mes études de droit et progressivement, et aussi parce qu'il y avait de plus en plus de sensibilisation autour de la question justement climatique, autour de l'effondrement de la biodiversité, je me suis rendu compte que je pourrais mettre mes compétences juridiques au service de cette cause. Et donc, j'ai commencé à militer dans des associations de protection de l'environnement. Mais j'ai assez vite, en fait, senti qu'il y avait un obstacle, c'était le droit en lui-même. Parce qu'il n'allait pas assez loin, il n'était pas assez fort pour faire face aux entreprises, notamment aux multinationales, qui malheureusement reposent sur l'exploitation du vivant à outrance. Et donc, en traversant en fait diverses épreuves aussi que j'ai voulu raconter dans mon livre, en me rendant compte sur le terrain concrètement à quel point notre droit était limité pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. Aujourd'hui, je travaille à la création d'un droit nouveau, c'est-à-dire ce droit qui reconnaît que la nature est aussi un sujet de droit et non un objet de prédation, et qu'elle dispose elle aussi de droits fondamentaux pour que, grâce au droit, on puisse rééquilibrer cette relation au vivant. Et donc, j'utilise en fait mes compétences en tant que juriste, avocate, pour justement proposer un nouveau système, un nouveau modèle juridique qui nous permette de trouver cet équilibre. Oui, à un moment, tu dis d'ailleurs dans ton livre, après 8 années d'école de droit et 2 actions en justice, je découvrais avec violence le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui, au lieu d'être la formidable arène que j'espérais,
broyé tous mes espoirs de voir un jour David gagner contre Goliath. Comment on vit une telle déception et comment tu as réussi à t'en remettre pour justement arriver à ce que tu dis de créer une nouvelle machine, une nouvelle version du droit qui serait bien plus bénéfique? En fait, j'étais extrêmement frustrée, extrêmement angoissée aussi, parce qu'après toutes ces années et tous ces espoirs que j'avais placés dans la justice, j'étais effondrée de voir que j'avais beau passer des nuits blanches entières à écrire des recours, à me battre, ça n'apportait aucun succès. Et donc, je me suis dit que s'il y avait une énergie à déployer, c'était pour quelque chose de positif et que je devais arrêter de me battre contre, mais essayer de faire grandir en moi l'envie de créer quelque chose de positif. Et donc, je me suis formée auprès des peuples autochtones en Guyane, j'ai écouté. J'ai intégré en fait leurs coutumes, ce que je pouvais en déduire des différences du coup qui existaient avec notre monde, avec la société occidentale, et j'ai regardé ce qui se passait dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande justement, en Ouganda, en Inde, aux États-Unis, tout ce mouvement des droits de la nature qui est en train de fleurir partout dans le monde et qui nous inspire et qui nous engage en fait à transformer notre droit chez nous pour en faire justement un droit en harmonie avec le vivant. Et tu disais que après, tu as voulu aller te former du coup auprès d'autochtones en Guyane. Et en fait, ce qui s'est passé, tu l'expliques dans le livre, c'est que tu as eu un déclic un jour en entretien d'embauche. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette scène et en quoi après ça t'a mené jusqu'en Guyane? Oui, alors en fait, donc, je me retrouve dans un magnifique hall de cabinet d'avocats, tout en marbre sur les Champs-Élysées, puis je grimpe jusqu'au dernier étage où m'attend justement la personne qui est censée me faire cet entretien d'embauche. Et puis, la personne fouille ses papiers et me dit « Mais écoutez, madame, en regardant dans mon parcours, elle me dit « Mais il va y avoir un problème parce que je pense que vous n'avez pas compris. Ici, vous êtes chez les méchants. » Et en fait, ce cabinet faisait partie du top 10 des 10 meilleurs cabinets en droit de l'environnement. Et c'est là que j'ai compris que, en fin de compte, ceux qui se prétendaient défendre l'environnement étaient en fait ses pires ennemis, dans le sens où c'était eux qui finalement mettaient à mal tout ce que nous essayons de bâtir du côté des associations ou des défenseurs de l'environnement. Et donc, j'ai choisi en fait de prendre mes connaissances et de partir loin pour essayer de comprendre comment justement on pouvait faire différemment, et notamment auprès des peuples autochtones qui, en fait, en 2017, avaient obtenu donc la promesse de l'État français de voir 400 000 hectares de terre restitués à leur peuple en dédommagement de la colonisation. Ils cherchaient quelqu'un pour les accompagner juridiquement et j'ai dit oui, immédiatement. Et du coup, donc, tu t'es retrouvée à défendre, lutter contre le projet Montagne d'Or et aussi par la suite contre les forages de Total. Est-ce que tu peux rapidement expliquer en quoi consistaient ces projets et pourquoi on peut les qualifier d'écocidaires ? Très rapidement, donc Montagne d'Or, c'est le plus gros projet minier aurifère, c'est-à-dire d'or, porté par un conglomérat russo-canadien. Il s'agit d'un énorme trou béant au milieu de la forêt entre deux réserves de biodiversité. Donc, plus d'une centaine d'espèces pourtant protégées qui étaient menacées directement, des milliers en fait d'espèces en tout, et une balafre énorme dans cette forêt amazonienne hyper importante pour la préservation du vivant. Et les forages pétroliers de Total, c'est rien de plus, rien de moins qu'un écocide parce qu'il s'agissait à la fois d'un bilan carbone énorme, une bombe climatique pour le territoire de Guyane, mais aussi des forages qui étaient situés à quelques kilomètres à peine du récif de l'Amazone, un récif qu'on vient à peine de découvrir, que les scientifiques n'ont absolument pas pu encore décortiquer, comprendre, etc. Et donc, on était juste à l'orée d'un projet qui allait détruire potentiellement une biodiversité extraordinaire et dont on ignore tout. Et donc, ces projets, évidemment, on les a combattus et heureusement, ils n'ont pas pu voir le jour aujourd'hui. Quand tu dis écocide, du coup, je donne juste rapidement la définition pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est la destruction ou l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique, donc humain, qui traduit la surexploitation de cet écosystème, intentionnel ou non.
En parlant de ça, il y a une déclaration universelle des droits de la terre-mère qui existe. Je ne le savais pas à titre personnel, je l'ai découvert dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en parler, depuis quand ça existe déjà ? Alors ça existe depuis 2010, ce texte en fait, que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Il a été écrit par des centaines d'associations qui se sont réunies à Cochabamba, en Bolivie, qui étaient frustrées de voir que les négociations internationales autour du climat et de la protection des peuples n'allaient pas assez vite, et on est d'ailleurs toujours dans cette situation aujourd'hui. Sauf qu'à cette époque, en 2010, les organisations internationales se prennent en main, se rassemblent et écrivent ce texte pour, en fait, tout simplement déclarer que la terre-mère est une entité, sujet de droit à part entière, et qu'elle a donc le droit de prospérer, de voir ses cycles vitaux régénérer, de ne pas être polluée par les activités humaines. Et ce texte repose en fait à la fois sur la reconnaissance intrinsèque des droits de la nature et des obligations des êtres humains à son égard. Et donc, en reposant sur ces deux piliers, ce texte trouve une harmonie qui du coup nous guide, nous, dans notre travail, puisque c'est notre texte de référence. Et avec l'association Wild Legal, notamment, on l'utilise dans nos procès simulés, dans nos travaux, pour guider justement notre réflexion juridique. D'accord. Et est-ce que c'est à partir de cette déclaration qu'on peut dorénavant un peu plus légitimement parler de certains projets comme étant des crimes d'écocide ? Alors le crime d'écocide, à la fois donc évidemment il renvoie aussi à l'idée évidemment qu'il y a des atteintes causées à la nature qui ne sont plus tolérables, et en même temps le crime d'écocide est assez autonome juridiquement parlant, puisqu'il repose notamment sur l'idée d'instaurer un outil en droit international qui permettrait notamment devant la Cour pénale internationale de saisir la justice lorsque des personnes ou des entreprises, des dirigeants d'État menacent la sécurité d'écosystèmes entiers par leur politique agricole, par leur politique extractive, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer un outil qui permette justement, lorsque des juridictions au niveau national ne sont pas en capacité de répondre à des problématiques graves, de se doter d'une juridiction forte qui peut agir. Et ça s'appliquerait par exemple au cas de la déforestation en Amazonie française, au forage pétrolier dans le Niger, etc. Et plein de crimes environnementaux qui sont actuellement insolvables avec l'état du droit actuel. D'accord. En fait, ça serait vraiment un recours premier par lequel on pourrait attaquer directement ces projets qui finalement sont vraiment des aberrations écologiques. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on veut intervenir, par exemple, sur une situation comme les feux en Amazonie brésilienne, eh bien, on se heurte, en fait, à l'État du Brésil, aux représentants brésiliens qui disent « non, mais c'est chez nous, on fait ce qu'on veut ». Le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils aujourd'hui international qui nous permettent d'intervenir, alors qu'on a créé ces outils pour tout ce qui, par exemple, touche aux atteintes aux droits humains, aux crimes de génocide, aux crimes de guerre. Donc on sait qu'on a les outils internationaux pour le faire. Il faut simplement doter une instance internationale de ce pouvoir pour qu'elle puisse justement traduire les responsables en justice. D'accord. Et pour passer un peu à un autre aspect, tu expliques que vraiment l'un des principaux problèmes de notre vision occidentale dans le rapport à la nature qu'on entretient, c'est surtout la notion de propriété privée. Pourquoi l'apparition de cette notion, selon toi, est un moment charnière dans notre histoire, et pourquoi c'est finalement problématique quand on en vient à parler de protection de la nature ? Alors, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant en Guyane, c'est que je travaillais donc, comme je l'ai dit, sur la restitution de ces terres amérindiennes au peuple premier de Guyane. Et en arrivant là-bas, ils m'ont dit « Marine, si tu veux travailler avec nous, il faut qu'il y ait une chose que tu comprennes, c'est que chez nous, la propriété privée n'existe pas. » Et là, je suis un peu tombée des nues parce que pour une juriste formée à l'école en France, à l'université française, la propriété privée, chez nous, elle est sacrée, protégée par la Constitution. Et je me suis dit que là, effectivement, il y avait quelque chose. Je tenais quelque chose parce que, et en travaillant avec eux et en découvrant l'organisation de leur village, l'organisation coutumière, leur vie, je me suis rendu compte que c'était essentiel parce que pour protéger les communs, pour protéger la terre, pour avoir un rapport à la nature qui repose non pas sur l'utilisation à outrance, la destruction, l'accaparement, eh bien, il était essentiel de considérer que justement, il ne pouvait pas y avoir de propriété, qu'on était simplement dans un usage. Et un usage qui doit être respectueux parce que ceux qui viennent après vous doivent aussi pouvoir en profiter. Et donc, c'était évident pour moi que la relation
de privatisation, d'accaparement, d'utilisation à outrance du vivant, elle reposait aussi malheureusement sur cette relation délétère qui fait que certains êtres humains peuvent s'accaparer le vivant au détriment de tous les autres humains et non humains. Et à quoi ça ressemble alors une communauté qui n'a pas la notion de propriété privée et où du coup c'est vraiment le sens du commun et du collectif? Comment ça s'est passé pour toi la découverte en arrivant en Guyane dans certains villages et justement quand tu as eu cette grosse prise de conscience? Alors c'est compliqué à expliquer en quelques mots parce que j'y dédie vraiment tout un chapitre dans mon livre. Tout d'abord, en tant qu'individu, faisant partie d'un corps social, vous avez un droit d'avoir accès à la terre. C'est-à-dire, la communauté est censée prendre soin de vous. Ce qui est déjà très différent de notre société où vous voyez les inégalités, des gens qui ont beaucoup, des gens qui n'ont rien. En Guyane, dans les villages amérindiens, ce qu'on observe, c'est que tout le monde a le droit à quelque chose. Et tout le monde a le droit à la même chose. C'est-à-dire, quand vous fondez votre famille, vous avez le droit à 1 hectare de terre que le village vous autorise à prendre, en fait, et dont vous avez l'usage. Donc, ça suffit pour faire votre propre nourriture, construire votre maison. Et donc, le rapport au vivant est totalement différent, puisque ce territoire, c'est celui qui va vous nourrir. C'est aussi celui sur lequel vous allez faire grandir vos enfants, et c'est celui peut-être que vous passerez à vos enfants après vous. Et donc, on est dans une relation, à mon sens, beaucoup plus saine, justement, à la terre, qui fait qu'on n'a pas d'inégalité qui se crée. L'idée est que chacun ait le droit à la même chose, et donc fondamentalement une société qui est basée sur un juste partage des richesses produites par la nature, et aussi une société qui est dans le partage avec le vivant. Et j'ai une anecdote que je raconte dans mon livre qui m'a beaucoup marquée, c'est en travaillant sur le Haut-Maroni avec le peuple Wayana, c'est que j'observais les femmes cueillir les fruits justement dans la bâtie, donc dans le champ, en chantant, pour remercier les arbres, parce qu'on est dans une relation justement où la terre nous donne et donc on lui rend par des petits gestes du quotidien, mais aussi par un profond animisme, en fait, par une forme de relation de vivant à vivant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement beau et marquant, et qu'on doit pouvoir nous chercher au plus profond de nous-mêmes dans notre manière de réparer justement ce lien à la nature. Un lien du coup qu'il faudrait complètement repenser, et toi tu t'expliques que tu trouves que c'est fondamental d'interroger vraiment notre relation, et comment on pourrait, enfin ça passe par quoi de questionner son lien à la nature, comment on pourrait changer la place que la nature tient dans notre imaginaire collectif, et la replacer aussi peut-être dans un apprentissage en fait dès l'école, remettre la nature à une place qu'elle n'a pas aujourd'hui, ça se ferait comment en fait? Encore une fois, c'est extrême. En fait, pour moi, c'est extrêmement long dans le sens où c'est un parcours. C'est un parcours de vie, c'est un parcours en tant que société, c'est-à-dire c'est un objectif. On n'en est certainement qu'au début, puisque déjà, le fait qu'on se pose la question, pour moi, c'est extrêmement positif, dans le sens où la première étape, c'est de se questionner et de se dire que quelque chose ne va pas. Regarder le problème en face et de se poser la question justement comment on peut changer les choses. Pour ça, je trouve que les peuples autochtones, leur message en Guyane et partout dans le monde, nous apporte énormément, parce que non, le modèle occidental n'est pas le seul modèle qui existe. On a tendance à l'oublier et à faire des généralités, mais en fait, il existe autant de sociétés que de peuples différents. Et il y a des peuples qui ont su conserver ce lien à la nature. Donc, il faut les écouter. Il faut savoir justement s'inspirer de leur sagesse. Et donc, c'est ce que j'ai fait en faisant un peu ce pas de côté dans mon parcours, en allant en Guyane et en découvrant leur culture. Et il y a une manière de reconstruire en fait sa relation avec le vivant, en justement se questionnant en tant que gardien ou gardienne du vivant, qu'est-ce que je peux faire pour faire ma part, et donc pour rendre à la nature ce qu'elle me donne au quotidien. Et donc ça passe déjà par se demander qu'est-ce que me donne la nature, qu'est-ce que au quotidien, qu'est-ce qui fait que ma vie est embellie, ou qu'est-ce qui fait que justement je peux me nourrir correctement, je peux me vêtir correctement, je me déplace, et qu'est-ce qui fait mes petits bonheurs au quotidien qui sont liés au vivant. Parce que en se reconnectant à ces choses du quotidien, on se rend compte de l'immense place de la nature dans sa vie. Et donc, une fois qu'on en est là déjà, on peut se former ensuite en se posant la question de quel écosystème ou de quelle entité naturelle je veux être le gardien ou la gardienne. Et je veux d'abord commencer par comprendre cet écosystème pour mieux le protéger.
Et on parlait aussi, avant de commencer l'interview, du côté comment, peu importe le métier qu'on fait, on peut aussi faire sa part. Et tu donnais une anecdote assez intéressante sur quelqu'un qui était inspecteur du travail. Oui, c'est ça. Tu peux nous raconter ? Ben oui, parce que en écrivant ce livre, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après en disant mais moi je veux devenir gardien ou gardienne de la nature, et qui me disaient je sens que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et beaucoup de gens me disaient mais par contre mon travail n'a pas forcément de rapport direct avec la nature, et donc j'adore répondre aux messages et échanger en leur demandant mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et il y a notamment un gars qui m'a remarqué parce que c'était une jeune femme qui me dit mais moi je suis contrôleur inspecteur du travail. Et je dis, mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, dans ton travail, tu as notamment des pouvoirs d'enquête, de signalement, tu peux faire directement le lien avec les tribunaux quand quelque chose va mal et protéger les lanceurs d'alerte. Elle a dit, ah bah oui, je vais travailler là-dessus et voir comment effectivement au sein des entreprises et notamment des gros groupes qui ont potentiellement des choses à cacher ou des vilains secrets sous le tapis, comment est-ce que moi je peux jouer le rôle en fait de sentinelle, de veilleur, d'alerte et donc très concrètement contribuer justement à être gardien de la nature. Et ça rejoint aussi le fait que tu expliques que c'est important quand on est gardien de la nature d'accumuler des connaissances pratiques et techniques. Pourquoi, du coup, c'est insuffisant ? Insuffisant est peut-être pas le mot exact, mais qu'effectivement, il y a quelque chose de complémentaire à apporter. C'est pas suffisant de se laisser porter par sa colère ou par le principe de dire je suis contre ces aberrations écologiques. Je pense que en regardant un petit peu aussi la manière dont on se forme en tant qu'individu, et c'est une manière de s'éduquer, c'est une manière de grandir et savoir ses pouvoirs. Et donc, ce que je voulais dire par là dans mon livre, c'est que, évidemment, l'émotion, le lien, l'empathie est extrêmement importante. Et si vous voulez vraiment être efficace, il faut aussi avoir le savoir. Et par exemple, chez les peuples autochtones, ça passe aussi par le rôle du chaman. Le rôle du chaman, c'est une figure dont je parle dans le livre parce que c'est quelqu'un qui, justement, s'immerge pleinement dans la forêt, se forme aux plantes, se forme aux animaux, parce que pour pouvoir parler au nom d'un écosystème, pour pouvoir être le médium, le lien entre la nature, les esprits et puis la société des humains, il faut absolument maîtriser ces savoirs, comprendre. Et il y a des savoirs qui ne sont pas forcément des savoirs scientifiques, il y a des savoirs empiriques, il y a des savoirs qui viennent par le vécu, mais encore faut-il vivre ce lien et développer cette intelligence du vivant par l'observation, par l'apprentissage. Et donc, je pense que aujourd'hui, heureusement, grâce à Internet, grâce aux livres, grâce aux podcasts, grâce à énormément de choses, on peut se former, on peut développer ce savoir, et tout simplement en replongeant les mains dans la terre, en allant s'immerger en fait dans la nature, on peut redévelopper cette intelligence du vivant qu'il y a au fond de nous. Et aussi, ça fait le lien avec le fait que tu penses que le militantisme avec un côté très binaire, où c'est vraiment une opposition purement franche et directe, a peut-être très, très rapidement ses limites. Toi, tu dis que tu es passé à un nouveau stade donc, de ton engagement avec une sorte d'âge adulte du militantisme où tu as cessé d'agir donc avec ce prisme du pour ou du contre. Et tu as commencé à penser long terme et avoir des solutions et un projet alternatif. Est-ce que tu penses que c'est un processus que tout militant devrait traverser, ou est-ce que en fait, ça peut être complémentaire ? La manière dont je l'aborde, c'est en fait qu'on n'est pas gardien de la nature, on le devient. Mais on recherche à le devenir de mieux en mieux aussi toute sa vie. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas pleinement un état de gardien, mais il n'y a qu'une recherche perpétuelle d'amélioration. Et il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'en fait, notamment dans les enjeux, dans l'activisme environnemental, on se rend très vite compte que des fois, on fait des erreurs. On a des mauvaises stratégies, voire même on a des comportements qui sont pas les bons. Et souvent, je me pose la question de me dire mon Dieu, qu'est-ce que penseraient les chamans de moi, là, j'ai dit ça, et j'aurais peut-être dû le garder pour moi, j'aurais peut-être dû réfléchir, plus. Et en fait, il y a une énorme humilité à avoir par rapport à l'ensemble des connaissances qu'il faut acquérir pour être un bon gardien ou une bonne gardienne. Donc moi, je suis vraiment pleinement dans ce cheminement, et je pense pas du tout qu'il soit abouti, au contraire. Par contre, je pense que dans le militantisme tel qu'il est actuel, on se retrouve très souvent confronté à l'autre.
Et donc, on est très souvent dans une situation d'opposition. Et qui dit opposition dit malheureusement beaucoup d'énergie négative employée soit à détruire le projet de l'autre, soit à le contrer, à le bloquer. Et donc, je suis vraiment persuadée que si on veut à la fois trouver un équilibre dans la manière dont on a de militer, mais aussi un équilibre intérieur de ses énergies, parce que c'est important de se soigner, de ne pas finalement de ne pas se pourrir de l'intérieur avec toute cette énergie négative, c'est aussi de construire quelque chose de positif. Et je décris souvent qu'il faut évidemment construire des barricades, mais il faut aussi cultiver la terre à l'intérieur, c'est-à-dire planter des graines fertiles pour que, une fois que ces barricades seront tombées parce qu'il n'y aura plus de choses à combattre, il y ait quelque chose derrière, une société qui soit déjà en germe ou qui soit déjà justement forte et qui puisse prendre le relais. Parce qu'on ne peut pas se contenter justement de bloquer ou de combattre. Il faut aussi des jardiniers, il faut aussi des paysans qui fassent fleurir le monde de demain. Et donc c'est pour ça qu'avec cette expérience en Guyane qui a été parfois même très violente, très agressive vis-à-vis de ces projets miniers, j'ai ressenti le besoin de construire une école. Cette école des droits de la nature, c'est White Legal, et ça fait 3 ans qu'elle existe, justement, parce que l'idée, c'est de faire fleurir ce mouvement des droits de la nature, de le faire connaître au plus grand nombre, d'enseigner, d'éduquer. Et donc, je pense que c'est important, en tant que militante, de trouver un équilibre dans sa manière d'être, de faire à la fois du négatif, dans le sens où, effectivement, il faut être contre certaines choses, il faut être en colère. La colère peut être extrêmement positive parce qu'elle nous apprend à relever la tête et à faire face. Mais il faut aussi trouver quelque chose de positif en soi. Qu'est-ce qu'on apporte au monde ? Qu'est-ce qu'on crée demain ? Et on ne peut pas simplement arriver avec les massues, tout mettre au sol et une fois que tout est détruit, se dire bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça tombe bien parce qu'au final, là, avec, tu m'as tendu une perche incroyable en parlant de faire germer, faire fleurir, etc. Finalement, grâce à ce podcast, on arrive aussi à lancer donc, des petites graines de métamorphose. Et tu disais aussi que parfois tu penses aux chamans. On sent que vraiment cette expérience, forcément, est ancrée en toi. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ce moment de ta vie, de ta rencontre avec ces peuples autochtones de Guyane ? Quel est, par exemple, le plus gros enseignement que tu en tires et que tu aimerais partager au monde ? Peut-être que on n'a pas conscience des fois des petites choses qu'on peut changer dans sa vie et qui vont bouleverser complètement son existence. Moi, ça a été cette rencontre un peu par hasard avec cette délégation amérindienne et qui a complètement changé la trajectoire de ma vie, puisqu'en fait, j'aurais pu tout simplement rester dans la voie un peu classique du cabinet d'avocat, faire mes petits dossiers à Paris et puis jamais changer le cours de ma vie. Et en fait, il a suffi que je rencontre par hasard une soirée ces représentants amérindiens. Et puis là, ça a été un bouleversement complet et total. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer ces petits hasards du quotidien qui fait que votre vie, elle peut changer du jour au lendemain. Et ne pas lutter contre, c'est-à-dire ces choses-là, elles arrivent parce que ça a du sens. Et si vous êtes, vous, en demande de changement, et si vous avez envie de vous investir dans cette métamorphose, justement, ça va venir. Et il faut juste savoir s'écouter. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que être gardien ou gardienne de la nature devienne un vrai métier à part entière ? Mais je pense qu'il l'est déjà, dans le sens où il y a justement une part de notre activité qui doit être dédiée à ça. C'est-à-dire que dans chaque activité, dans chaque métier, il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire pour cette planète. Oui, avec une technique que tu nous expliquais utiliser très régulièrement, qui est le l'ikigai, si j'ai bien retenu le nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et toi, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça peut apporter à tout un chacun ? C'est un test, en fait, japonais qui est utilisé pour définir sa mission de vie. Et donc, grâce à un petit schéma très simple à faire, il permet d'identifier votre passion, ce pourquoi vous pourriez être payé, ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Vous pouvez tout à fait trouver, grâce à ce test, la manière dont, avec vos compétences, avec aussi vos passions et aussi une recherche de plénitude, vous pouvez tout simplement trouver comment vous pouvez aider dans la situation où vous êtes vous, à partir de vous, comment vous pouvez contribuer à cette harmonie du vivant. Et que vous soyez graphiste, pharmacien, que vous soyez inspecteur du travail ou juriste, chacun d'entre nous peut contribuer à cet effort, justement, parce que nous sommes un corps social, mais aussi un écosystème complexe. Et vous pouvez vous mettre à la disposition, justement, de cette mission de vie en rendant service aussi à cette communauté du vivant.
À vos ikigai, donc. Merci infiniment, Marine Calmet, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous parler de ce sujet ô combien important et passionnant. Je rappelle donc que ton livre « Devenir gardien de la nature » paru chez Tana Éditions est disponible partout. Bientôt peut-être plus, bientôt peut-être à nouveau avec une nouvelle édition qui devrait peut-être arriver. On peut aussi te suivre grâce à ton site internet marinecalmet.fr ou via ton Instagram, Marine Calmet. Et enfin, pour les intéressés par le programme Wild Legal dont tu mentionnais un petit peu le principe tout à l'heure, toutes les informations sont disponibles sur le site internet dédié wildlegal.eu. Merci Marine et à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.